Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Vous savez très bien que le rendez-vous, c'est chaque jour, de lundi à vendredi. Et déjà à partir de 11h, nous sommes ensemble pour l'émission Club de la Presse. Et nous sommes aujourd'hui au jeudi 21 mars de l'année de grâce 2024. Merci de nous choisir pour ce 4e numéro de l'émission Club de la Presse. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Koko Vitok Bitomega est à la mise en onde, Jérôme Akoucha sur la mise en ligne, je suis Pascal Losso. Merci à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Daban. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Libéné. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, journaliste en studio bien sûr, Jacques Lemou. Bonjour. Bonjour Pascal. Jacques, comment tu vas? Oui, ça va. Voilà, vous êtes au niveau de Radio Auréole. Oui. Et bienvenue alors dans ce débat. Autre confrère journaliste ou analyste politique, cette fois-ci, que nous avons invité pour ce débat, c'est bien Donatien Awesso. Donatien, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux techniciens, bonjour aux confrères autour du plateau ici et bonjour à nos chers auditeurs, auditrices. J'espère que ça se passe bien. Ah bien, à la togolaise. À la togolaise, ça se comprend. Oui. Alors, Ambroise Pondio, bonjour. Oui, bonjour Pascal. Je voudrais profiter par cette déclaration pour saluer les Togolais. Modifier la Constitution dans une situation d'illégalité est source d'un chaos social. C'est par cette déclaration du professeur Woulou que j'ai voulu dire bonjour aux Togolais. Joue le débat certainement dans peu de temps. Tout à fait, on aura le débat, bien sûr. Alors, nous avons un invité aujourd'hui, c'est Maître Edem Julien Kokou. Maître, bonjour. Bonjour Pascal. Vous faites partie alors de Rotary Club Lomé Flamboyant et vous initiez une campagne de don de sang. Nous voudrons parler alors de cette campagne de don de sang. Comment ça va se dérouler cette campagne? Alors, ça va se dérouler ce samedi 23 mars à partir de 7h30 et jusqu'à 15h. À la base du CNTS à Tokouan-Douma CC. Donc il y aura toute l'équipe du CNTS qui sera sur place comme d'habitude. Et il y aura en plus une équipe de bénévoles de la famille rotarienne qui sera là pour accueillir les donneurs, les orienter. Et après le don, on va installer une tente avec une collation. Et donc, on a choisi au niveau du club d'apporter du haïmolou pour que les donneurs puissent reprendre de l'énergie après le don. D'accord. mais qu'est-ce qui motive d'abord cette activité au niveau alors de Rotary? Le Rotary, c'est une association internationale qui existe depuis 1905. Ça a été créé aux États-Unis par un avocat qui s'appelait Monsieur Paul Harris. Et l'objectif du Rotary, il est double, on va dire. Il est entre Rotariens de cultiver l'amitié et pour les Rotariens de développer, de servir leur communauté. Donc le Rotary, ça fait partie de la famille des clubs services. Donc club, ça fait plus référence au côté amitié et service, ça fait plus référence au côté servir la communauté. Donc le Rotary intervient dans différents secteurs qu'on appelle des axes stratégiques, essentiellement la santé. Le Rotary est très connu pour ses actions au niveau de la prévention de la polio. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'environnement, il y a la paix et il y a le développement social. Donc on essaye de faire des actions dans tous ces secteurs-là. Et en matière de santé, on fait de nombreuses actions. Ça peut être des financements d'équipements pour des unités de soins. Ça peut être, comme samedi, faire de la sensibilisation autour d'une question en particulier. Et donc la question de la disponibilité, ou plutôt de l'absence de disponibilité des poches de sang étant un sujet récurrent et critique au Togo, on s'est dit, pourquoi pas organiser une journée un peu spéciale où on va faire un peu de sensibilisation et essayer de faire venir un maximum de gens au CNTS. Ce qui est le plus difficile, c'est la première fois, parce qu'on peut avoir des appréhensions pour ce qui est du don du sang. Donc on s'est dit, on va essayer de faire un effort
pour voir comment on peut faire venir les gens et puis ensuite essayer de les faire revenir, puisqu'il faut savoir qu'un donneur homme peut donner jusqu'à 4 fois par an et une donneuse femme peut donner jusqu'à 3 fois. Et ce qui est important, c'est de donner régulièrement pour constituer des stocks pour que le jour où on a un problème de santé, un accident ou quelque chose, les hôpitaux puissent rapidement avoir à disposition le sang et puis nous faire les transfusions qui vont sauver la vie aux personnes. Nous savons que donner son sang, c'est sauver une vie. Et quel est ce message que vous voulez adresser à ceux qui nous écoutent actuellement? L'essentiel du message, c'est de ne pas avoir peur. Il y a beaucoup d'appréhension sur la question du don du sang. Il y a encore certaines croyances aussi, parce que les gens se demandent, est-ce qu'une fois qu'on a donné son sang, ça va où? On fait quoi avec ça? Est-ce que c'est pas utilisé pour des rituels ou des sacrifices ou des choses comme ça? Donc le premier message, c'est de dire que non, le sang est, disons, sécurisé. C'est mis dans des coffres, ça circule dans des circuits vers les hôpitaux, tout est sécurisé. Donc votre sang ira à un malade ou à un blessé, un accidenté, un hospitalisé qui a besoin de ça pour survivre. Voilà. Maître, on a besoin quand même de donner son sang pour sauver des vies. Et c'est cet appel que vous lancez alors aux gens, déjà à nos auditeurs et auditrices ce matin. Et donc, le rendez-vous est pris pour samedi, pour cette journée, je pense bien. Oui, c'est ça. Entre 7h30 et 15h. Le prélèvement lui-même, ça dure même pas 10 minutes. Donc, c'est vraiment pas long. Il n'y a pas de disposition particulière à prendre avant. Vous pouvez boire et manger normalement. Et après le don, il faut rester au CNTS encore 10-15 minutes pour, on appelle ça la surveillance en cas de qu'est-ce qu'il y a. Mais sinon, vous pouvez ensuite aller travailler. Il faut éviter d'aller faire du sport un peu violent derrière, mais vous pouvez avoir une activité tout à fait normale. Donc, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ce n'est pas quelque chose qui fait mal ou quoi que ce soit. Ça n'a pratiquement pas d'impact sur votre quotidien le jour même du don. Et donc, on peut venir avant le travail ou bien à la pause ou bien après. Vraiment, ça ne prend pas de temps. Vous attendez pratiquement combien de personnes? Alors, on espère atteindre un objectif de 200 poches, 200 prélèvements. Voilà, donc c'est l'objectif qu'on s'est donné. Après, c'est toujours difficile de savoir combien de gens vont avoir le message, combien seront disponibles, combien vont accepter de faire ce don. Donc voilà, l'objectif c'est 200, on fera le bilan après la journée. Justement, le bilan se fera après la journée. On pourra même aussi vous recevoir pour faire ce bilan ensemble. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, à vous pour l'invitation. Voilà, merci maître d'être passé dans cette émission. Alors, chers confrères, nous allons mener le débat. Et le débat, nous commençons. Ambroise, nous commençons ce débat avec cette question alors de réchauffement climatique. Nous allons parler environnement, bien sûr. Déjà, 2023 a été indiqué comme l'année la plus chaude dans le monde entier. Et aujourd'hui, quand on suit même l'actualité, on suit même le climat aussi aujourd'hui, on comprend tout simplement qu'il y a une chaleur qui ne dit pas son nom, qui est dans nos pays. Je veux bien parler alors de l'Afrique, les pays africains et aussi en Asie. Mais concrètement, cela est dû à quoi, Ambroise? Oui, cela est dû au comportement de l'homme de façon globalisée. C'est l'homme qui est à l'origine du réchauffement de la planète. Vous savez, pour les enfants de CE1 jusqu'au CM2, on peut leur dire que la fabrication des bateaux, des avions qui envoient des fumées ou des gaz en l'air qui perturbent la couche d'ozone, qui est une sorte de parapluie qui nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil, agissent sur les glaces dans la zone polaire, agissent sur la mer, c'est-à-dire les océans. Donc ça réchauffe les océans. Vous savez comment fait la pluie pour arriver sur la Terre? C'est la vapeur, l'évaporation des eaux, des grandes eaux, notamment des océans, qui montent, forment les nuages et qui nous ramènent la pluie. Et donc s'il y a un réchauffement, si le soleil est plus frappant à l'endroit des océans ou des eaux, c'est des grands lacs comme le lac Tanganyika et autres, ça renvoie les gouttelettes d'eau vers le ciel et que ça forme des nuages et ça amène la pluie. Vous avez remarqué que ces derniers temps, ces 5 dernières années, vous allez avoir une quantité d'eau énorme qui peuvent
qui sont destinés à arroser notre sol, le Togo ou Lomé, dans un mois, mais qui se fait dans 2 heures. Et quand ça se fait comme ça crée des dégâts énormes. Les gens qui ne sont pas habitués aux inondations, aujourd'hui le sentent dans leur quartier. Vous allez à Vatame, vous allez à Baguida quelque part, vous allez à Sagbado, vous allez à Balpedo, vous allez voir que des gens ont dû quitter leur maison à cause de ces réchauffements climatiques et à cause de leurs conséquences, mais aussi de la construction hasardeuse de certains bassins de rétention. Les bassins ont été construits certainement, je vais en venir, pour pouvoir réguler la circulation des eaux, les contingenter dans un lieu précis, mais ces bassins-là, je crois, ont été mal orientés pour pouvoir accumuler les eaux. Donc, au plan mondial, aujourd'hui, d'aucuns espéraient avoir à 1,5 degré le taux que les Nations Unies ont espéré voir le réchauffement de la planète. Nous tendons actuellement vers 2 degrés. Et quand on va vers 2 degrés, la zone polaire, tous les glaciers de la zone polaire sont en train de fondre. Et quand ça fond, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la quantité de l'eau de mer. Et quand on augmente la quantité de l'eau de mer, ça avance vers les côtes. Donc ça ronge les côtes. Vous allez voir la côte de Lomé jusqu'à Anéro. Nous, on a fait une étude au niveau de l'Observatoire de l'environnement. On a constaté que la mer consomme la terre du sud vers le nord d'1 mètre chaque année. Et donc, il y a 100 ans, plusieurs maisons sont allées dans la mer. Ça a consommé plus de 200 à 300 mètres. Donc, il y a des maisons qui n'existent plus. Là où le WARF se situait, vous n'allez plus voir le WARF. Il va arriver à une certaine heure de la soirée, entre 22h et minuit. Vous allez voir que les vagues qui étaient à 2 mètres vont jusqu'à 4 mètres et envahissent l'ambassade d'Allemagne et autres au niveau de Koyakopé. Donc, c'est des réalités qui sont là, auxquelles il faut lutter contre, sérieusement. Les ressources que nous consommons aujourd'hui, les ressources fossiles, c'est-à-dire que les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, tout ça, c'est vrai que c'est ce que les spécialistes disent. Bon, moi, je peux nuancer, parce que Donald Trump te dira que ça, c'est des histoires. C'est des histoires, ça n'existe pas. Mais nous savons quand même qu'il y a une réalité quand même. La Terre s'échauffe. Maintenant, quant à notre vie quotidienne, moi, j'ai dit aux gens de ne jamais construire sur le mur. Vous avez votre terrain, c'est un quart de l'eau. Même si c'est un quart de l'eau, faites tout pour ne pas construire sur le mur. Vous construisez sur le mur, vous vivez dans une prison. Vous êtes chez vous, mais vous êtes dans une prison. Parce que vous ne pouvez pas faire les fenêtres comment on dit ça, dans le lot d'une autre personne. D'une autre personne, voilà. Donc faites au moins, ne serait-ce que 0,40, 0,30, laissez quelque part d'espace. Si c'est les fenêtres d'aluminium qu'on fait, on n'ouvre pas comme ça, mais on ouvre en biais comme ça, vous sentez que l'air peut rentrer. Parce que vous sentirez l'air que lorsque vous avez des fenêtres et une porte. Le plus, il faut avoir 2 fenêtres et une porte sur, comment on appelle ça, la chambre dans laquelle vous dormez. Si vous ne faites pas ça, vous vous retrouvez en prison sans le savoir. Parce que la chaleur va vous suffoquer. Le pire pour vous, c'est que vous ayez une maison à dalles où on n'a pas construit là-dessus pour le couvrir de tôle, et que quand ça chauffe, ça emmagasine la chaleur. C'est le soir, à partir de 21h jusqu'à 2h du matin, que ça dégage la chaleur et vous souffrez. Et donc ceux-là qui ont construit au bord des routes, ils louent des boutiques aux gens, et que la seule ouverture qu'on trouve, c'est l'entrée de la boutique, il n'y a même pas de constat. Sachez que ce bâtiment-là ne le fera pas 15 ans, ça va s'effriter, ça va se lézarder, parce que la chaleur est en train de le faire effriter. Donc aujourd'hui, nous estimons que l'Afrique, qui est une terre de ressources, qui est une terre de forêt, la zone du Congo même, les 2 Congos ont une forêt vierge, comme l'Amazonie. Et donc, nous devons reboiser nos terres pour protéger l'écosystème. Parce que, et la biodiversité, les animaux et les arbres et les espèces végétales protègent ce que nous avons comme richesse dans l'écosystème. Tous les animaux sont dans une chaîne alimentaire. Si les gens qui sont en Europe, aux États-Unis, fabriquent des véhicules, des voitures, des fusées, et qui participent au réchauffement de la planète, et qui demandent aujourd'hui aux Africains de réduire ce qu'il faut, de tourner vers les énergies renouvelables, moi je dis non. Parce qu'ils ont pris leur temps, 300 ans, 200 ans, pour pouvoir se développer, avoir des richesses. Maintenant, ils nous demandent de nous tourner vers les énergies renouvelables. Je dis non. Nous pouvons aller dans une transition de 30 à 50 ans. Alors, si nous aurons le temps de nous fabriquer ce que nous voulons pour atteindre un niveau de développement, avant de nous
lancer vers les énergies renouvelables. Moi, je suis écologiste, mais je ne suis pas du genre à accepter ce que les gens viennent proposer comme ça, sans analyser, sans étudier. Puisque nous avons nos réalités. Nous avons nos réalités chez nous ici. Mais n'oublions pas que les dégâts sont en train d'arriver chez nous parce que le golfe de Guinée est situé sur la côte. Tous les vents de l'Atlantique soufflent vers la côte. Et l'orientation même du FIT ne nous arrange pas. Pour ceux qui sont les climatologues, ils comprennent mieux. Mais je me dis aujourd'hui que ce que nous pouvons faire entre citoyens, c'est de protéger nos quartiers. Il ne faut pas enlever le sable sur les voies. Il ne faut pas jeter les ordures n'importe où. Ça, c'est le primaire que nous pouvons faire chez nous pour nous protéger parce qu'on n'a pas les grands moyens pour y arriver. Ici, si on peut le faire au Togo, c'est en communauté. La CDAO, par exemple, peut arriver à le faire. On a placé des épis au niveau d'Anéro et autres pour pouvoir endiguer. Le port même qu'on a construit a participé à l'érosion côtière, à consumer la terre. Donc on va... D'accord, merci beaucoup Ambroise. Jacques, c'est vrai, quand on suit les choses aujourd'hui, on comprend. D'aucuns disent même d'ailleurs que notre maison brûle, en parlant même de la terre ou de la nature en général. Et c'est nous-mêmes qui participons à au fait que, du moins, la maison brûle. Et ce n'est pas grave ça ? Bon, au fait, personnellement, la question liée aux anomalies climatiques aujourd'hui, telle qu'elle est abordée, nous l'empruntons au fait des Occidentaux. C'est pour dire que si peut-être les Occidentaux n'avaient pas évoqué ces réalités, en tout cas qui restent toujours, dont les contradictions sont toujours lésions, je pense qu'on aurait, en tant qu'Africains, on serait resté dans nos coins, en train de regarder faire, tout simplement. Mais encore, il faut se demander si réellement, tel qu'il vient de le dire, tel que Ambroise vient de le dire, est-ce que réellement, la question du réchauffement climatique, est-ce que l'Afrique est à même d'y faire face? Est-ce que l'Afrique, comme il le dit, a des moyens? Mais encore, combien ça impacte réellement l'Afrique? C'est vrai qu'on dit aujourd'hui qu'il y a la chaleur qui dérange beaucoup, mais est-ce que c'est une question qui est aussi personnellement, quand je vois c'est des problèmes que l'Afrique a aujourd'hui, moi, je ne voudrais pas qu'on mette ça à une étape primaire et à une étape privilégiée. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en train de polluer, ceux qui sont à la base, à l'origine de cette pollution, ils sont là. Ils sont là. Et pour l'instant, je peux dire que c'est chez eux que les effets sont encore énormes. Quand pas d'inondation, tout le monde peut mettre ça à la tête. Ça dit que tout le monde peut mettre ça sous le dos des anomalies climatiques. Ok, mais lorsque vous vérifiez, il vient aussi de le dire. Il suffit de voir le comportement humain. Vous saurez que chacun dans son coin, si chacun peut mettre de son sien, ça ne va pas être aussi comme ça. Et chaque jour, il faut voir dans les caniveaux. Les gens transformer les caniveaux en n'importe quoi, en dépotoir. Vous allez, par exemple, à Gbadago, c'est vrai qu'on dit que le quartier n'est pas bien loti, mais il faut aller voir. Les gens continuent à remplir les caniveaux de déchets et tout. Et si seulement chacun dans son coin peut se dire que, par exemple, les sachets d'eau potable que nous consommons, que quand je prends ça c'est une éducation simple que vous allez voir, par exemple, au Ghana. C'est une éducation c'est-à-dire que chacun dans son coin se dit que je dois faire de mon sien simple sachet, je dois faire tout pour déposer ça dans un dépotoir ou je ne sais pas, à l'endroit indiqué. Donc moi je pense que ce ne sont que ces petits comportements-là qu'on peut indiquer, mais ne pas en faire trop de préoccupations. Je ne dis pas que ce n'est pas important. La seule, pour finir, peut-être la seule préoccupation qu'on peut en faire, ou la seule solution, ou la recommandation que moi je peux faire, c'est de continuer à planter des arbres pour permettre à l'écosystème de mieux fonctionner. D'accord. Donatien, c'est vrai que les grands pollueurs sont connus aujourd'hui. On a des grandes industries en Europe qui polluent, aux États-Unis bien sûr qui polluent, mais nous subissons les conséquences.
Oui, ce que j'avais voulu dire au départ, les prédécesseurs ont assez marché sur ma langue, c'est pour dire que l'Occident, quand on dit l'Occident, c'est pas seulement voilà, l'Europe et tout. La Chine aussi est un grand pollueur. Et ils ont multiplié les COP, pas possible. Mais quels sont les résultats qui sortent de cela? Ils fument et nous on tous. Ils fument en Occident et nous on tous ici en Afrique. Mais bon, moi je pourrais le ramener de façon à dire, comme les Anglais le disent, self-education. Nous-mêmes, il faudrait qu'on s'éduque de certaine façon, que nous puissions à balayer d'abord devant chez nous. Je pense qu'on pourrait réduire les effets du réchauffement climatique dans nos chais si nous-mêmes on s'auto-discipline. Nous voyons dans les communes, je parle en conséquence de cause, nous voyons les sensibilisations que nous faisons à l'endroit des administrés, mais vous allez toujours voir des gens qui transforment leurs caniveaux, peut-être des caniveaux qui sont devant leur maison, en dépotoir. Et là, quand l'eau arrive, vous imaginez un peu les dégâts. Moi, j'en ai proposé quelque part. Ambroise a parlé des bassins de rétention. Bien sûr que c'est construit. On pourra bien les gérer en faisant quoi? En les raclant de temps en temps. Ces bassins sont là, vous ne les voyez, on ne les racle pas. Je ne vais pas dire jamais. On ne les racle pas. Et vous allez voir des fois, quand il pleut, tout ce qu'il y a comme déchet qui vient, voilà, dessus. Et en bas, en dessous, vous allez voir de la boue. Si on raclait et qu'on utilisait l'eau là, certains vont m'écouter. J'en ai fait ces propositions à qui de droit. Je disais qu'on pourrait quand même de temps en temps puiser l'eau dans ces bassins. Que les communes qui m'écoutent veulent emprunter mes idées, peuvent l'emprunter. Parce que si certains ne veulent pas, on va vendre ces idées-là ailleurs. Ils peuvent puiser l'eau là et la transformer pour faire des jardins communaux. L'utiliser. Au moment où le bassin est un peu rempli déjà, on utilise l'eau là. Ça donnera encore du travail aux jeunes. On va transformer l'eau là, les machines sont là, juste pour purifier un peu l'eau et l'utiliser. En ce moment, le bassin sera en train d'être vidé un tout petit peu. Et on le racle régulièrement. Et les pompages qui quittent ici vers, je crois, c'est vers la mer, ou bien comment ils ont commencé par déposer des machines pour pouvoir déclencher ces pompages-là. Et là, je parle de l'eau. Maintenant, parlons de l'humidité ou bien des arbres. Quand vous prenez avant, je pense 10 années derrière, oui, la route de Todman, quand vous passez là-bas, ceux qui sont en voiture, des voitures automatiques, vous allez voir que le thermomètre descend en même temps. Il y a une fraîcheur. Merci. L'exemple, c'est au niveau du campus, en face de la délégation de l'Union européenne et tout. Quand vous passez par là, vous savez, vous sentez qu'il y a véritablement de la fraîcheur qui est là. Vous allez passer, on est en train de défricher. On coupe tous les arbres et on ne plante pas. On a dit 1 milliard de plants d'ici 2030. Allons sur le terrain pour voir combien sont ces arbres-là qui vivent encore. Et nous-mêmes, nos comportements. Des citoyens qui coupent, des citoyens qui laissent leurs animaux, qui vont brouter ces choses. On a tellement s'auto-discipliné nous-mêmes si on voudrait ne pas subir l'effet du réchauffement climatique. Il y a des maisons, des gens ont construit d'une certaine façon qu'il n'y a même pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres dans des maisons parce qu'on veut se faire, je ne sais pas, on veut être comme les Occidentaux, mais les Occidentaux eux-mêmes, ils privilégient plus les jardins, les endroits, eux-mêmes ils quittent, ils vont rester dans des endroits où ils prennent de l'air. Quand il s'agit de leur les moments d'été, ils quittent, ils vont recevoir, je veux dire, de l'air pur quelque part. Et qu'est-ce que nous faisons ici? Je pense que nous-mêmes, on doit s'autodiscipliner d'abord et on est en train de marcher sur les lois de la nature. Quand vous marchez sur les lois de la nature, ça revient toujours face à vous, voilà. D'accord. Et là, Atisobe, bonjour. Bonjour, Pascal. Voilà, et là, nous sommes en train de parler de cette chaleur-là qui sévit ces derniers temps. Et on le sait, c'est grâce, enfin, c'est à cause, pardon, du dérèglement climatique ou du changement climatique, c'est les effets. Mais toujours est-il que nous, en tant que citoyens, on doit quand même avoir un comportement qui pourrait aussi apporter, qui pourrait résoudre le problème. Oui, bon, on le dit tout le temps, la protection de l'environnement et de l'écosystème est quelque chose de fondamental. Bon, j'ai quand même la chance d'avoir sur ce plateau Ambroise Ponjo, qui est un spécialiste de l'environnement. C'est vrai que son observatoire, depuis plusieurs années, sensibilise les populations, quand même les citoyens sur le respect, la protection de l'environnement. Et chacun à son niveau fait ce qu'il peut, mais je ne crois pas que c'est quand même
les actes que nous posons en tant qu'individus, chacun de son côté, qui dégradent davantage le climat, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'industrie. Quand on vous parle de carbone zéro, quand on vous parle des jeux, je veux parler des JO, des jeux à contribution positive pour le climat. Quand on vous parle également de la réduction des gaz à effet de serre, c'est pas quand même des citoyens qui sont dans leur ménage qui quand même le font. C'est des industries, c'est quand même des entreprises. Et au niveau des entreprises, il va falloir qu'on puisse adopter beaucoup plus ou nous tourner vers des énergies renouvelables. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a remarqué également qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances, on a adopté le budget vert, qui consiste justement à demander à toutes les structures et institutions publiques d'avoir quand même une certaine ligne par rapport à la protection de l'environnement, à des actions citoyennes en faveur de l'environnement. Mais le problème beaucoup plus, c'est les entreprises. Aujourd'hui, combien d'entreprises tournent vers les énergies renouvelables, ou se sont orientées vers les énergies renouvelables? On a aujourd'hui beaucoup d'établissements hôteliers qui tournent encore avec l'énergie électrique classique. On n'a même pas de climatiseurs qui respectent les conditions environnementales. Et vous avez des hôtels, ou le plus grand hôtel de Lomé qui tourne à 100% à l'énergie électrique, ce qui est quand même bizarre. Et vous avez des industries, de grosses industries qui continuent de tourner avec ça. Alors que véritablement, quand vous allez dans d'autres pays de la sous-région, vous avez des entreprises qui font du 50-50 avec un mix énergétique qui allie l'énergie électrique et l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. L'énergie éolienne beaucoup plus quand vous allez en Afrique du Nord. Mais en Afrique occidentale, on a constaté qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se tournent un peu vers un mix énergétique 50% électricité, 50% énergie renouvelable. Mais ce n'est pas encore d'actualité ici. Mais il va falloir qu'au niveau planétaire, on puisse réfléchir davantage. Moi, je savais que j'avais quand même un avis mitigé sur l'organisation de la COP, parce que c'est les gros pollueurs même qui se retrouvent à organiser ces genres d'événements, ce que je trouve bizarre dans le monde. Et en Afrique, c'est l'Afrique qui subit beaucoup plus les effets du changement climatique. Et le mal même d'ailleurs, c'est qu'ils prennent des recommandations, par après on ne sait même pas ce que ces recommandations deviennent. Oui, bon, chaque pays vient avec sa déclaration. Après, chaque pays lit sa déclaration et ensuite on fait des recommandations, on fait même pas le suivi. Et bon, on recommence, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'environnement, de la protection de l'environnement, c'est vaste. C'est vaste. Je ne pense pas qu'on pourra faire ce débat autour de, 1h30. C'est grand ce qu'on appelle protection de l'environnement, parce que les espèces maritimes aussi sont menacées. Et quand vous prenez les océans, aujourd'hui, les océans ne sont plus en sécurité, parce que chaque jour, vous avez en haute mer des navires qui déversent beaucoup de tonnes de déchets dans les océans. Et quand vous avez ce genre de situation qui se passe un peu partout dans le monde, surtout en Afrique, vous posez des questions. Et maintenant, il va falloir qu'on puisse prendre des initiatives beaucoup plus importantes, parce que le changement climatique est là. Ça est là et on vit ça au quotidien. Beaucoup plus de chaleur maintenant, Lomé. Quand c'est la canicule en Europe, vous constatez que le degré, ça monte très rapidement. Et je pense quand même qu'au niveau du Togo, il va falloir qu'on puisse aller beaucoup plus vers l'adoption de mesures fortes pour pouvoir nous permettre de mieux protéger. Et c'est quoi ces mesures fortes? Je ne suis pas spécialiste de l'environnement. Je ne m'y connais pas beaucoup. Okay. Et je crois qu'Ambroise est mieux placé pour nous répondre. D'accord. Ambroise? Merci à elle pour m'avoir tendu vraiment cette perche-là. C'est pas évident. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Vous savez, l'Afrique ne participe à la pollution ou au réchauffement de la planète qu'à 4%, contrairement aux autres pays, la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Europe tout entière. Maintenant, au-delà de ça, ce qui me préoccupe aussi, l'homme l'a souligné, au-delà des hommes que Dieu a créés. La Bible est claire là-dessus, parce que la Bible, même regardant sur ce qui... Dieu nous a créés dans un environnement sain et vraiment verdoyant, quoi. Il y a tous les ingrédients sont bons pour qu'on puisse vivre aisément. Mais le blanc, tout détruit. Je parle du blanc parce qu'il s'agit de lui. Parce que la gourmandise, l'insatiabilité de certaines puissances, de pouvoir dominer les autres, nous a amené à ce stade. L'Afrique, c'est le continent le plus riche. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est aussi les espèces animales. On ne le dit pas souvent, mais ils font partie de la chaîne alimentaire. Vous allez voir comment les feux ont brûlé les kangourous en Australie. Il y a de cela 2 ou 3 ans. J'ai vu les images, j'avais la chair de poule, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est insupportable pour les animaux, quoi. Ils sont la vie. Parce que sans eux, on n'existe pas.
beaucoup même l'abeille. Si l'abeille n'existe pas, nous n'existons pas. L'abeille, dans la chaîne alimentaire, est un élément essentiel de la survie de l'écosystème. Le gecko que nous tuons comme ça là, le gecko, c'est un animal qu'on déteste le plus. Mais je me rappelle d'un de mes enseignants, Papé. On appelle Papé, il nous a fait les sciences nat au CGN Conakry dans les années 80, oui. Et il nous a toujours dit de ne pas tuer les insectes. Gecko prend Cantharide. Cantharide, c'est un animal qui est rempli de poison. Son derrière, il est comme la guêpe, mais son derrière est rempli de poison. Je crois qu'il y avait plus de 10 ans, les gens ont mangé, c'est tombé dans la nourriture des gens, à Guadeloupe, les gens sont décédés. Mais Gecko lui prend tout ça. À une vitesse de lumière, il sort sans langue, il prend tout ça. Mais c'est vrai que quand vous le voyez même, ce n'est pas bon à voir. Son corps même est un peu... Mais il y a aussi des gens qui s'en foutent de ça. Le serpent dont nous parlons, le serpent fait partie de la... L'homme n'a peur de rien plus que le serpent. Mais quand vous passez dans une forêt, vous ne marchez pas sur les queues d'un serpent, il ne vous mord pas. Le serpent aussi va dans son lieu, vous passez tranquillement. Quand il sent que vous arrivez, il fuit. Les fourmis participent à l'écosystème. Donc, quand il fait chaud, ces animaux, moi, mes chiens à la maison, ils sont obligés de creuser sous le palmier pour pouvoir retrouver la fraîcheur. Les poissons de mer, c'est les poissons qui en souffrent, les baleines, ils en souffrent actuellement. Quand ça chauffe, c'est la mer qui prend tout. Ils sont obligés de plonger un peu plus en profondeur, jusqu'à 50 mètres, pour pouvoir retrouver la fraîcheur. D'accord. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, il a dit, qu'est-ce que nous-mêmes on fait à notre niveau? Parce qu'on n'a pas les grands moyens comme les Occidentaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'éducation. Oui. C'est la sensibilisation. Tout à fait. Ne jetez pas vos ordures n'importe comment. Ne brûlez pas des plastiques noirs ou tout plastique qui envoie de la fumée en l'air et qui est équivalent à quelqu'un qui fume un cacheton de cigarette par jour. Vous imaginez ça? Quand vous inhalez, vous êtes intoxiqué. Même quand vous sentez même pas les odeurs, vous savez qu'il y a de la toxine qui est dans ce qu'on brûle. On ne peut pas brûler n'importe où, surtout à proximité des gens. Et il ne faut pas jeter les ordures n'importe quoi. Il ne faut pas enlever le sable. J'insiste sur ça. Les Togolais, les gens même enlèvent à l'œil pour aller construire. Donc, sincèrement, il faut que nous... On n'a pas de police environnementale. Moi, au Togo ici, nous l'avons dit, ça fait au moins 7 ans, 8 ans, au gouvernement. C'est dans la loi cadre de l'environnement de 2008, je crois. Ils ont modifié la loi. Mais il faut ramener la police environnementale. Les gens mangent la banane, ils jettent ça. En plein rue comme ça, à Tikoumé, les gens ont balayé, tout est propre. Mais le monsieur qui est dans un 4x4, il envoie ça derrière. Vous voyez ça? Il faut qu'on ait la culture. C'est des actes civiques. Vraiment. Non, peut-être s'il y a quelque chose encore à ajouter, c'est quand Elom parlait des énergies renouvelables, c'est aussi ça. Ça aussi, ça peut étonner, mais ça aussi, c'est le blanc qui l'a amené. Maintenant, quand vous voyez derrière, quand vous voulez, par exemple, adopter l'énergie solaire, mais les batteries qu'on utilise là-bas, c'est à base des matières premières. Mais ça aussi, c'est l'exploitation de la matière première. Et ces matières premières, au cours de leur exploitation, il faut aller se demander aussi quel rôle ça joue aussi dans la dégradation de l'écosystème. Donc, c'est pourquoi moi je me dis que la simple, Ambroise a chuté là où je pense que c'est simple ce que nous pouvons faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on soit réaliste. Le peu que nous pouvons faire, faisons-le. Quand on veut aller vraiment dans les grandes solutions, c'est qu'il faut aller dans les analyses pour se rendre compte que ces solutions risquent encore d'être d'autres sources de problèmes pour l'environnement. Mais l'éducation, pour moi, semble être le meilleur chemin aujourd'hui. Et j'exhorte encore une fois le gouvernement à soutenir les organisations non gouvernementales, les associations, à faire ce travail. Ce travail, je pense qu'il faut avoir vraiment le courage de dire que les organisations non gouvernementales et les associations sont les plus indiquées
à faire ce travail, mais il faut leur donner les outils nécessaires. D'accord. Alors, chers confrères, nous allons quitter cette question environnementale. On va s'intéresser à un autre sujet. On s'intéresse à ce rapport sur le bonheur, le rapport sur le bonheur 2024. Et le journal Flambeau des démocrates titre à sa une ce matin, où je lis l'article même d'ailleurs à la page 4, rapport sur le bonheur 2024, le tango du Togo. Et le rapport mondial sur le bonheur dans le monde est publié hier, mercredi 20 mars 2024. Et comme depuis 2012, ce rapport parrainé par les Nations Unies et qui tient compte alors de 6 facteurs clés, à savoir le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption, consacre toujours la Finlande comme le pays où les populations sont les plus heureuses du monde. Et c'est un document, ce document de 58 pages d'ailleurs, au-delà de ces traditionnels indicateurs, révèle que le sentiment de bonheur des jeunes recule dans certaines régions du monde, dont l'Afrique. Et puis, aucun pays africain ne figure dans le top 50. Cette tendance décroissante n'a pas épargné le Togo qui perd 2 places dans le classement. Le Togo perd 2 places dans le classement, puisque l'année passée, le Togo était au 122e place, enfin à la 122e place alors de ce classement. Mais cette année, c'est plutôt 124e. Et là, quand on suit ce classement, on comprend tout simplement que le bonheur n'est pas chez nous. Bon, vous savez, on ne pourra pas dire cela parce que c'est vrai que le bonheur se crée soi-même, vous comprenez. Quelqu'un vous pouvez vous dire que chaque dimanche il va à la plage, il prend sa bière. Mais là, il y a des indicateurs bien définis. Sur le plan macro, oui. Sur le plan macroéconomique, oui, parce que quand on reste sur le plan macro, on peut le dire. Maintenant, si on vient sur le plan micro, c'est un autre débat, parce que le plan micro, c'est véritablement ce qui rentre directement dans le pouvoir d'achat et ce qui rentre dans le panier de la ménagère. Maintenant, sur le plan macro, souvent ces classements, c'est sur le plan macro, indice de bonheur et tout. Mais moi, je suis arrivé à ne pas faire trop confiance au classement international, parce que, vous savez, on est resté dans cette histoire de double business pendant longtemps. À la fin, c'était manipulé. Et on a toujours dit que c'était manipulé. Et vous avez vu tous les rapports qui prouvaient que c'était manipulé. Donc, les classements qui sortent souvent, généralement, moi, je ne fais pas trop confiance. Parce que, vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quand on vous dit, par exemple, que l'Organisation des Nations Unies a quand même des institutions, des organes qui promeuvent la paix dans le monde et qu'il y a une guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et que l'ONU ne dise rien. Quand on vous dit, par exemple, que sur le continent africain, il y a des guerres un peu partout, il y a des putsch, etc., et que les institutions spécialisées pour le maintien de la paix ne disent absolument rien de ces situations. Quand on vous dit que dans le monde, il y a des conflits entre peuples, regardez ce qui se passe au Congo, et entre le Nord Kivu et les rebelles, mais l'ONU ne dit rien. Et c'est l'ONU le patron du monde, vous comprenez, c'est le Conseil de sécurité. Maintenant, après, on nous dit classement. Classement de quoi? Mais si les gens, si la planète se présente ainsi et qu'il y a des poches de tension, des conflits, mais on fait le classement par rapport à quoi? Par rapport à des situations qui se créent aux yeux de tout le monde sans que personne ne lève le petit doigt. On ne peut pas nous faire ce classement-là. Mais faites le classement en fonction des actions que vous posez. Bon, si on peut classer l'ONU en disant que c'est la pire institution du monde, moi je peux le faire. Parce qu'aujourd'hui, les actes que l'ONU pose dans le monde ne sont pas quand même des actes salutaires. Quand vous avez une institution qui vous dit, depuis les bancs, on nous dit que bon, la SDN, voilà, d'abord qui est après évolué pour devenir plus tard l'ONU, et vous avez un secrétaire général qui est bien payé, qui a tous les moyens à sa disposition, qui a quand même des institutions qu'il peut véritablement coordonner, et qu'il y a des choses qui se passent un peu partout, et que l'ONU n'en dise absolument rien. On n'envoie même pas un envoyé spécial pour dire on essaie de maintenir un semblant de paix, et que après on nous dit indice de bonheur. Franchement, je crois que le bonheur se crée soi-même. Et tant qu'il y a des gendarmes du monde qui se taisent face à des situations que vivent les pays, je ne crois pas qu'on puisse parler de classement d'indices de bonheur. D'accord. Des indices de bonheur. D'accord. Merci, Elom. Donatien, c'est vrai que c'est sur des indicateurs bien précis. Je viens d'évoquer alors ces indicateurs. Finalement, est-ce que avec ce classement, par rapport à la réalité, est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui est similaire? Oui, des fois, pour se consoler, on se dit que le bonheur se crée soi-même. C'est juste pour ne pas aussi envier autrui, ou bien pour pour juste dire, on va rester, quand on va se complaire du peu qu'on est, pour
chercher encore mieux. Moi, ici, nous, on en avait parlé hier dans mon émission. J'avais terminé à peine et m'avait appelé. Et on a décortiqué les 6 critères là. Je pense qu'il y a un critère qui manque: support social, santé, absence de corruption, liberté, revenus. Et il me manque un critère là. Quand nous prenons tous ces critères, on met simplement santé. Je disais hier qu'il y a la santé physique et la santé mentale. Plusieurs pensent que c'est parce que nous marchons, nous sommes solides, nous marchons, nous sommes bien habillés. Plusieurs sont psychologiquement malades en chemin. Plusieurs se parlent à eux-mêmes. Plusieurs ont des soucis. Et tout ça là, quelle en est la cause? La cause, le boulot, ce qu'il y a dans le pays, le revenu qui est aussi un critère qui est là-dedans, côté familial. Donc, on peut dire que ce classement peut être bien sûr subjectif, mais moi je trouve que ça tient, si la Finlande tient toujours le coup, quand on voit tout ça, le revenu, le SMIC. Combien sont ceux qui pratiquent actuellement ce SMIC de 52 500? Des gens sont actuellement payés encore à combien? 30 000. Mais bon, pour se consoler, on se dit, bon, le bonheur se crée soi-même, et le pasteur aussi vous raconte ça chaque dimanche, juste pour garder. Donc moi, je pense que nous, les Africains, nous pourrons quand même faire le mieux. C'est-à-dire ceux qui sont aux manettes. C'est celui qui a les manettes, la force de décision, c'est lui qui impulse ce bonheur-là aux populations. Donc, si vous n'avez pas à l'idée de faire le bonheur de votre population, ce bonheur-là, c'est qu'on vous a donné peut-être 100 000 pour faire du boulot, vous pouvez quand même lécher le doigt, lécher votre doigt peut-être avec 10 000 ou bien 20 000 et travailler avec 80 000. Mais ce que nous voyons, c'est que les 100 000 disparaissent, on prête encore 100 autres 1000, ça disparaît encore et la population se remet à Dieu en disant, bon, Dieu fera mon bonheur, et on cite le psaume 23, l'Éternel est mon berger. D'accord. Voilà. Nous avons un impératif au niveau de la technique, nous l'observons et on revient juste après. Daga Magazine fête 5 ans. Eh oui, Daga Magazine fête ses 5 ans. Pour célébrer ce 5e anniversaire, allons à la rencontre de nos Dagas ce samedi 30 mars à partir de 14h à l'Agora Singer de Lumé. Un billet d'avion à Sky et de nombreux lots à gagner avec un offre tombola ticket gagnant, des prestations d'artistes avec Charles Bezo, Kosia Pesson et Almok. Passe unique, 10 000 francs CFA. Infoline, plus 228 70 26 60 60. 30 parutions. Ça se fait. Ticket disponible à Cristal Optique, Claire Optique et à la Radio Métropolis. Donne-le Indien. Jama est en fête au bar Isis à Guesogosito ce vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars 2024. Mon ami, comme ton cœur est chaud, faut pas Indien. Au programme Original Jama, giga promo sur toutes les bières Jama, prestations des artistes dont les danseurs de la capitale et l'orchestre Los Amigos, des jeux concours et plein de cadeaux à gagner. Le bar Isis, si à Guesogosito, non loin de Soumayaf, accueille Jama en fête du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2024. La bière numéro 1 du Togo, c'est à ne pas se faire compter. avec les amis, tu peux t'enjailler. Avec Jama, on est ensemble. Devinette, Momo, qu'est-ce qu'on gagne quand on dépense moins? La gloire. Presque. Ce sont les économies. Les économies qu'on fait avec la fibre de Canal Box. En payant une seule fois par mois ta connexion illimitée pour toute ta famille, c'est moins cher que toutes les recharges que vous faites tous dans le mois. Magnifique. Canal Box propose une connexion illimitée qui vit très rapide pour toute la maison. À partir de 4,50 par mois. Rendez-vous en boutique Canal Plus pour contacter votre vendeur Canal Box pour rejoindre l'univers illimité de la fibre. Mais où sont passés tes employés? Ah, le salaire 4 mois. Plusieurs sont partis. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon entreprise a été exclue des procédures de passation des marchés pour une période de 5 ans. 5 ans d'exclusion? Oui. Et pourquoi? J'ai introduit une fausse attestation de bonne fait d'exécution. Et celle-ci a été décelée au moment des évaluations des offres. Le comité de règlement des différends de l'ARCOP a été saisi, ce qui a envoyé l'entreprise à cette exclusion. Vraiment désolé, mon frère.
apprenez de mes erreurs. Avec l'ARCOP, on avance dans la transparence. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi et nous discutions avant la pause de ce rapport sur le bonheur 2024, bien sûr, où le classement a été fait. Ambroise, vous avez suivi ce classement. Finalement, il a dit qu'aucun pays africain ne se trouve dans le top 50 alors de ce classement sur le bonheur. Est-ce que c'est étonnant? Bon, c'est vrai que certains remettent en cause la fiabilité même de ces classements. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je constate qu'il y a quand même une institution, tout comme la Banque mondiale et les FM, tout ça là, qui vous rencontre des choses ici, vous prenez. Donc, on prend ça aussi pour le moment. Donc, si moi, je considère le prendre comme tel, il doit y avoir l'île Maurice et le Botswana. Dans tous les deux pays-là, ont toujours approché par rapport au bonheur. Maintenant, moi, je suis au Togo. Parlons du Togo. On a pris les critères, la santé. Ça, c'est à terre, c'est même au sous-sol. On n'est même pas à un niveau. Je prends le soutien social. Fort, dans son mandat social de 2015 à 2020, c'est plutôt le contraire qu'on a aujourd'hui. On a asphyxié les gens. Les gens ont fermé les boutiques, la taxe, les impôts. Les gens ont dû tout payer. Ça, c'est le côté social. Revenu. Le SMIC dont on parle, qui est parti de 35 000 à 152 000, vous vous rendez compte que beaucoup d'entreprises ne le paient pas. Pire, les gens sont toujours à 15 000 à 20 000. Donc, ça pour le revenu, même les fonctionnaires qui sont là-bas, il n'y a pas d'allocation familiale. Les 2000 francs que les enfants qui ont moins de 18 ans prennent depuis 1960, c'est ça qui est là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, ça je suis là. Liberté. Et là, combien de médias ont été fermés? Ceux qui ont subi les suspensions. Donc, la liberté d'abord de presse, ici, la liberté d'expression, la liberté publique. Une loi unique qui interdisait les manifestations devant les commissariats, devant les marchés, derrière les gendarmeries, derrière les hôpitaux. Ça, la liberté. Sincèrement, la liberté n'existe même pas. Ou n'existe plus. Maintenant, pour chuter sur les derniers, on nous dit indice du bonheur ou générosité. Ah! Ceux qui ont des millions, des milliards, qui se trouvent dans la minorité, même donner 10 000 francs à un frère, c'est le problème. Les Togolais ne sont pas solidaires entre eux. Au moins, s'il y avait la solidarité, on pourrait régler ce problème de générosité. Mais il y en a quand même qui sont généreux par leur foi chrétienne ou par leur éducation qu'on a eue. Oh, m'a dit bien, si tu donnes ça, au moins tu as été généreux. C'est pas tout ce qu'on donne à l'église. On vous demande d'aider vos frères et sœurs. Pas seulement aller faire des dîmes à l'église, non, ou dans la mosquée. C'est-à-dire, aide ton frère. Tant que la personne n'a pas de quoi manger, donne-lui quelque chose. C'est ça, la générosité, qui doit passer par la solidarité. Maintenant, quand on parle de bonheur même, il a dit... Il y a notre critère, absence quand même de corruption. Oh, ça, c'est le même. Corruption, nous sommes dans le centre. À part le Cameroun, le Nigeria, le Togo suit. C'est vrai, ils font des efforts. La Plucia a aussi fait des efforts parce qu'on a eu des gens qui ont volé dans ce pays. Ils les connaissent. J'ai écrit dans mon journal que nous voulons le visage de ceux qui ont volé, qui ont détourné, qui sont en train de payer. Là aussi, quand on va leur voir leur visage là, demain, les gens ne voudront plus jamais voler de l'argent. C'est l'argent du public. C'est une denier public. Vous touchez, vous remboursez, vous ne connaissez pas. Il faut aller en prison. Faites 6 mois au moins. Quand vous revenez, vous comprendrez qu'on ne peut plus voler ce que le contribuable a payé. Les gens paient plus de 100 impôts dans ce pays. Mais vous êtes là à voler. Donc pour vous dire qu'en réalité, quand on parle du bonheur, il a soulevé un truc important. C'est-à-dire le bonheur, c'est soi-même qu'on crée soi-même le bonheur. C'est-à-dire, mais avant de créer ce bonheur, le problème c'est que tu n'as pas d'argent aujourd'hui à manger. Combien? Moins $1 par jour pour un Togolais. Certains ne mangent même pas 2 fois dans la journée. Donc on ne peut jamais avoir le bonheur. Avec la chaleur qu'on a, ceux qui même construisent des maisons à louer, qui construisent sur le mur, tu peux avoir le bonheur. Dormir même, c'est un problème. D'accord. Jacques, est-ce que vous avez aussi l'impression que les Togolais ne sont pas heureux par rapport à ces indications ou à ces indices donnés? Bon, honnêtement, ce serait
peut-être me mentir moi-même de dire que les Togolais vivent vraiment heureux, parce que chaque jour, nous savons qu'au Togo, c'est encore difficile. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, la situation devient de plus en plus difficile. Il y a la cherté de la vie, vous allez au marché, ce que vous achetiez à 1000 francs, pour rien du tout, ça devient 3000. Et au même moment, on est d'accord que ce n'est qu'une partie des fonctionnaires, par exemple, pour une partie des fonctionnaires que la situation a changé. Par exemple, quand on prend pour les enseignants, peut-être aussi les professeurs d'université, il y a une couche où les statuts ont été améliorés un peu, mais par rapport à la majorité, on est d'accord que les prix ont évolué en crescendo, mais au même moment, les salaires sont restés à l'état statutaire. Alors, il faut peut-être commencer à travailler à ce niveau, alors que ce n'est qu'une partie seulement de cette population qui est fonctionnaire. Quand on parle de la fonction publique, pratiquement, ça n'atteint pas 100 000. Pratiquement 60 000. Pratiquement 60 000. Alors quand vous prenez tout le reste, c'est soit ils sont dans l'informel, ou ils sont peut-être des opérateurs économiques, des PMI pour la grande partie, et qui vraiment tirent le diable par la queue parce que c'est vraiment difficile. Et je ne vous dis pas qu'il y a aujourd'hui des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qu'on retrouve même en prison. Et il y a des dossiers comme ça qui sont en train d'être traités pour dire que le bonheur, pour moi, c'est individuel et collectif. Individuel dans la mesure où nous-mêmes, nous pouvons cultiver des attitudes, des efforts, mais à la fois, lorsqu'il s'agit du bonheur collectif, c'est là où ça fait appel à des efforts. C'est des efforts. Parce que je ne comprends pas pourquoi, par exemple, si quelque chose est destiné pour nous 5, pour nous tous qui sommes ici actuellement en studio, qu'on prenne par exemple, c'est un exemple, un parmi nous, je dis un parmi nous, moi par exemple, pour juste que le fonds passe par moi, que je sois tout simplement l'intermédiaire, et puis c'est fini. Ok, c'est fini, moi je pars et puis vous ne me retrouvez plus. Après je vous appelle, je peux vous dire même que j'ai bouffé, qu'est-ce que vous allez me faire? Et puis c'est fini, ça s'arrête là. Et c'est là où le bonheur collectif fait appel vraiment à beaucoup à une prise de conscience et à tous les niveaux. Et si on arrive à travailler sur ces aspects-là, je pense que ce soit la corruption, que ce soit le banditisme financier, tout ce qu'on peut citer comme vraiment péjoratif, ça peut nous arranger à aller loin. D'accord. Il nous reste pratiquement 8 minutes. Nous allons aborder ce débat surtout sur la modification constitutionnelle. Et ça nous intéresse et ça intéresse beaucoup de Togolais ces derniers temps, bien sûr. Les journaux sont revenus sur le sujet. Il y a Flambeau des démocrates qui est revenu sur le sujet. Flambeau qui titre à ça une débat sur la modification constitutionnelle, véritable travail de Sisyphe. Le journal Le Changement aussi est revenu sur le sujet. Projet de modification de la Constitution, l'opposition et les OSC contre un régime parlementaire qui maintient à vie un président choisi. Et le journal qui écrit à la suite, alors de ce titre, la DMK appelle à des manifestations synchronisées au Togo et dans la diaspora. Le journal La Machette titre aussi à sa une Togo, les risques du quinquennat au septennat, c'est ça ce que le journal a écrit, du quinquennat au septennat, Togo, les risques d'une grave crise. Alors, c'est vrai, on en débattait déjà la semaine dernière et nous disions même d'ailleurs que nous n'avons pas assez de matière. Je parlais même d'ailleurs de toi qui disais même d'ailleurs que tu n'avais pas assez de matière aussi pour aussi se prononcer sur le sujet. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, c'est bien confirmé quand même qu'il y a des tests, ou du moins c'est un document comme cela à l'Assemblée nationale et que le test est actuellement en commission des lois. Concrètement, si on revient aujourd'hui, est-ce que toujours on repose cette question? Est-ce que c'est opportun ce travail, cette modification, cette révision constitutionnelle en cours? La question là, moi je la repose aux députés qui ont quand même ce groupe de députés. Je pense que ça fait un 5e de 91, puisque l'initiative d'une proposition de loi doit émaner selon le règlement intérieur de l'Assemblée d'un 5e des députés. Donc le groupe de députés qui a quand même fait cette proposition de loi, je pense qu'il faut quand même qu'on leur pose la question de savoir si cette révision ou cette proposition est d'actualité, est opportune.
Parce que, vous savez, aujourd'hui, on a des problèmes qui sont des problèmes qui minent le quotidien de Togolais. On n'a pas d'électricité, on a des coupures intempestives, on a le personnel de la CET qui fait régulièrement des mouvements, enfin qui organise régulièrement des mouvements d'humeur depuis 2 ans pour des primes de gratification. Vous avez sur le plan au niveau du secteur privé beaucoup de choses, l'assurance maladie universelle, la question du SMIC que beaucoup d'entreprises ne respectent pas. Et finalement, la seule proposition de loi qui émane des députés depuis 5 ans, c'est une proposition de révision constitutionnelle. Donc je crois que la question, c'est de pouvoir leur demander si la modification, la révision est opportune face aux enjeux sociaux, économiques auxquels le Togo est actuellement confronté. Deuxième question, pourquoi est-ce que les gens se cachent? Voilà, la Constitution appartient à tout le pays, à tout un peuple. Voilà un groupe de députés qui fait une proposition de loi et qui se cache. C'est-à-dire que personne n'est là pour défendre véritablement sa position. Tout le monde est muet. D'abord, on cache le projet, la proposition. On a beaucoup de versions qui circulent sur les réseaux sociaux. On a une révision qui s'apparente beaucoup plus à une nouvelle constitution. C'est vrai qu'on veut passer à la 5e République, mais quand vous voulez faire une révision constitutionnelle, vous n'avez pas plusieurs pages. Ça voudra dire que on est en train de revoir toute la constitution togolaise. Parce que la révision doit peut-être se limiter à quelques articles. Mais quand vous regardez le document qui circule, c'est plusieurs pages. Mais on se demande véritablement qu'est-ce qu'on a changé. Maintenant, il y a d'autres versions qui circulent. Mais ce qu'on retient principalement, c'est qu'on veut shifter du régime présidentiel au régime parlementaire. Bon, maintenant, ceux qui ont fait cette proposition de loi, on a dit qu'on en a parlé dans plusieurs cadres de discussion par le passé, mais les gens n'ont pas véritablement remis le cœur à l'ouvrage. Parce que quand vous voulez toucher à une virgule de la Constitution togolaise qui engage toutes les sensibilités politiques et même les personnes morales du pays, vous devez initier un cadre de discussion qui engage l'ensemble des forces vives, religieux, opposition, parti au pouvoir, société civile. Vous vous asseyez, vous discutez. Personne dans la science infuse. Un groupe de députés seul ne peut pas prendre l'initiative d'une proposition de loi au nom de tout un peuple. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et donc, si vous voulez véritablement, c'est vrai que le Parlement, c'est le lieu du débat. D'accord? C'est le lieu du débat, c'est le lieu où des gens peuvent venir discuter de l'état de la nation. Un débat vraiment de haut niveau. Mais on constate que depuis 5 ans, on n'a pas véritablement le débat qu'on souhaite au niveau de l'Assemblée nationale et que des gens, les députés que nous avons, n'ont pas véritablement fait ou bien exercer leur contrôle de l'action gouvernementale. On l'a vu dans le rapport Covid, je ne montre rien, où le gouvernement s'est prêté à l'exercice. Mais en face, on avait des députés qui, au lieu de poser des questions pertinentes, se plaisaient à faire des commentaires sur l'exercice du travail ou bien de la profession ou bien de ce que les ministres faisaient en disant que, bon, quand je vous écoute parler, je suis sous le charme de ce que vous dites et tout ça. Ce n'est pas le rôle d'un député. Et donc, aujourd'hui, le groupe de députés qui a fait cette proposition de loi, et comme je l'ai dit en deuxième position, il faut qu'il puisse véritablement nous expliquer, parce que là, tout le monde est muet. On ne sait pas pourquoi ceci, pourquoi cela, mais initier un cadre de discussion, si vous en aviez parlé par le passé, continuer la discussion pour qu'on puisse voir la mesure de la chose. Parce que, est-ce que le Togo aujourd'hui est prêt pour aller vers un régime parlementaire? C'est la grande question. Est-ce que nous sommes prêts? C'est vrai qu'on est passé de 91 à 113 députés. On va avoir quand même beaucoup plus de députés, mais est-ce que le vote des députés suffit à lui seul pour garantir la légitimité? Parce que le président de la République, dans un régime parlementaire, devient Premier ministre avec plein pouvoir. Tout à fait. Et le Premier ministre devient président du Conseil gouvernemental, d'un conseil. Et bon, est-ce que le président de la République actuelle va passer de son statut de président à un statut de Premier ministre pendant les années à venir? Est-ce qu'on va sauter le verrou du Premier ministre pour pouvoir le faire passer à un rôle de président? En tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de questions, mais je crois que le temps ne suffit pas. Justement, le temps ne suffit pas. Oui, Ambroise, c'est vrai, ce qui est dit, c'est qu'on veut passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Aujourd'hui, en quoi le régime parlementaire pourrait avantager les Togolais? Le vrai régime parlementaire, ce n'est pas ce dont on est en train de nous fabriquer actuellement à l'Assemblée. Quand vous voulez voir le vrai régime parlementaire, vous allez en Angleterre, vous allez en Israël, vous allez aussi en Espagne ou au Portugal. En Allemagne. En Allemagne. Surtout les 3 pays là, Allemagne, Israël et Angleterre. C'est pour l'Angleterre. Ce sont ces pays qui sont... Nous avons vécu pendant longtemps dans un régime semi-présidentiel qui donnait plus de pouvoir au Parlement à travers le Premier ministre.
Et Kofi Annan, en 1992, avait un cabinet militaire. Il avait le pouvoir de nommer les officiers militaires de haut rang, même les officiers, pas les officiers des personnalités. Et que Eyadema avait senti que ça chevauchait entre lui. Et Toyi est venu déposer Kofi Annan en 93. Ça, nous, moi j'étais en 3e ou 4e, on avait tout suivi. Et ce régime présidentiel nous aidait un peu à voir clair. Et le CAR avait gagné les élections en 1994. Ça a continué quand même après le coup d'État de 93. Maintenant, aujourd'hui, après ça, Faure Gnassingbé est venu avec un régime présidentialiste. C'est-à-dire que même il a un régime présidentialiste renforcé. Il détenait tous les pouvoirs. Même si on a une assemblée qui ressemblait toujours à un régime semi-présidentiel. Parce qu'il a la majorité à l'Assemblée actuellement. Mais aujourd'hui, le régime parlementaire dont on nous parle, et l'homme l'a dit, et je remercie l'homme pour avoir éclairé un peu la lanterne, qu'on ne peut pas quitter. Là, on va vers un autre régime, carrément. Hein. Ce n'est pas une révision constitutionnelle simple. Oui, c'est un changement de régime. C'est un changement de régime, et on ne peut pas le faire sans avoir l'avis du peuple. On ne peut jamais, parce que l'article 52, non, 59 le dit, qu'on ne peut réviser la Constitution que par voie référendaire. Ici, on dépasse même la révision simple de la Constitution. C'est la loi fondamentale, c'est le socle de la gouvernance même d'un État. N'importe quel kidam ne peut pas venir le toucher comme ils le font. Et notre Constitution est devenue bonon et éti. Chacun prend le bataille, il met dedans et il fait ce qu'il veut. Non, une Constitution n'est pas comme ça. Et il a dit quelque chose d'important. Que les députés qui ont pris l'initiative montrent leur visage, s'ils n'ont pas peur du peuple. Parce que si c'est pour le peuple que vous faites, mais demandez l'avis du peuple. Mais si vous ne le faites pas, c'est pour votre propre intérêt que vous le faites. Et quel nombre de députés non plus? J'ai dit que tous ces députés qui ont travaillé là-bas, c'est des gens qui ont été nommés. On a pris un bic, on a pris un feuille blanc, on a écrit vos noms. Les Abbas Kaboua, les machin, toi tu restes à Dani. C'est pas moi qui le dis. Et ils ont bu du lait. Ça, c'est Abbas Bonfo, l'ancien président, qui l'a dit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher un consensus. D'abord, lancer une consultation nationale pour voir si réellement le Togolais est prêt à aller à un autre régime. D'accord. C'est pas pour pouvoir chercher à conserver le pouvoir à vie qu'on va trouver des arguties, des glamaglaments pour pouvoir faire que Faure Gnassingbé ne quitte jamais le pouvoir. Faure n'est pas le seul dans le parti uni. D'accord, merci beaucoup Ambroise. Faure n'est pas le seul, parce que je vais chuter. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi plus intelligents ou très intelligents dans l'Uni. Il n'a qu'à le proposer pour qu'on puisse aller aux élections. Les Togolais vont choisir celui qui veut les gouverner. Personne n'a le titre foncier sur le Togo. Merci beaucoup Ambroise. Donatien, aujourd'hui, c'est vrai que ce que les partis politiques, surtout de l'opposition, dénoncent, ces partis parlent plus alors de coups de force et par rapport à la période choisie pour introduire même d'ailleurs cette proposition de loi, c'est-à-dire les députés qui sont en fin de mandat, mais qui continuent alors par proposer même d'ailleurs une révision constitutionnelle telle que cela se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et finalement, est-ce que ce n'est pas la prérogative alors des députés en ce moment aussi de le faire, de proposer une proposition de loi? Je débuterai en disant que l'histoire retiendra que c'est durant cette mandature que ceci a été réalisé. Et quoi qu'il en soit, le nom de ces députés qui ont proposé cette loi sortira. Leurs noms sortiront coûte que coûte et le peuple saura que ce sont eux qui ont décidé de passer du quinquennat au septennat. Je me demande des fois quelle mouche pique certaines personnes quand ils s'endorment et ils se réveillent. Qu'est-ce qu'on va faire pour que notre pain ne tombe pas, ou bien celui qui est le garant de notre pain ne puisse pas partir. Donc, si nous prenons, comme je le répète encore, la Constitution qui a été un peu retouchée, l'article 59, l'alinéa 2, c'est écrit noir sur blanc. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. C'est ça. Parce que ça va toucher au régime. Quand il s'agit que le président sera choisi, on va le dire ainsi, choisi par les députés et les sénateurs, il ne faut pas oublier. Maintenant, les sénateurs, un tiers que le président, lui, il va choisir, ce sont ces sénateurs-là qui vont le choisir au départ. Vous voyez un peu la contradiction. Et sans débat.
quand ces députés se réveillent et puis viennent nous pondre, non, ce qui est en train de se passer actuellement n'est pas normal pour notre pays. On est en train de regresser. Si on veut être le Royaume-Uni, il faut véritablement qu'il y ait un contre-pouvoir. Disons, à l'Assemblée, il faudrait qu'il y ait un débat comme le Parlement français. Actuellement, au Parlement français, c'est un peu comme si c'est moitié-moitié entre la République en marche et les autres. On n'a pas ça ici. Merci beaucoup de l'ancien. Oui, Jacques. Je suis vraiment, je vois l'heure. Oui, rapidement. Je ne sais pas combien de temps je peux faire mon développement. Ce que je peux dire, parce que pour toucher vraiment à ce sujet, c'est un sujet délicat. D'abord, moi, j'ai deux problèmes rapidement, tel que l'homme vient de le dire. Je n'ai pas un document authentique devant moi aujourd'hui. Parce qu'en tant que professionnel de médias, je pense que c'est ce qui nous est recommandé. Je serais en train de parler par rapport à un document dont je n'ai pas l'authenticité. Ça, c'est déjà un point. Parce que si le document qui est devant moi, par exemple, me dit qu'il s'agit d'un régime parlementaire, ça y est, le changement, la modification de la Constitution concerne un régime parlementaire, j'aurais à dire, semi-parlementaire, j'aurais à dire, est-ce qu'il s'agit d'un régime qui est pratiqué en Afrique du Sud? Parce que là aussi, c'est une spécificité. J'aurais à dire, ou par exemple, c'est le Parlement qui élit le président qui a le plein pouvoir. De l'autre côté, le président, c'est le Parlement qui élit le Premier ministre qui a le plein pouvoir. Et le président, il est là, il n'a pas de pouvoir. Alors, dans toutes ces circonstances-là, la seule chose que moi je peux dire en attendant, c'est que nous tous, qu'on se remette à l'histoire un peu. Qu'est-ce qui nous a amenés là? Parce que là, il faut aussi chercher à tous les niveaux les responsabilités. Si l'opposition aussi avait participé aux élections de 2018, je ne pense pas qu'aujourd'hui, cette discussion se ferait ainsi. Alors, il faut aussi accepter, avoir l'humilité de reconnaître que ce qu'on a fait et ce que nous, en tant que classe politique de l'opposition, avons fait... Donc, c'est ça qui oblige les gens à aller modifier la Constitution. Ça a des répercussions. D'accord. Ok, merci beaucoup, Jacques. Alors, je pense... Oui, Ambroise, merci beaucoup. Alors, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. Nous revenons pour donner la parole aux auditeurs. Tu es femme, entrepreneur et tu as un projet ou une idée dans les domaines de l'agriculture, du changement climatique, des énergies renouvelables, de la gestion de l'eau, des déchets ou du recyclage et des solutions bio en général, le programme Women Entrepreneurship for Africa de la Fondation Tony Elumelu t'attend. Soumets ton idée de projet avec possibilité de gagner en financement de $5,000. Pour postuler, rends-toi sur www.tonyelumelufoundation.org-Women Entrepreneurship for Africa. Les candidatures seront closes le 31 mars 2024. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Ceci est un message important à l'endroit des Togolais et Togolaises de Lomé à Sinkasé et de la diaspora. La situation des enfants et des jeunes atteints de déficience auditive dans notre pays, le Togo, nous interpelle, soit un total de 900 000 personnes selon l'ONU sur l'ensemble de la population. Cet handicap conduit à une marginalisation dans leur propre environnement de naissance. Plusieurs d'entre eux ne vont pas à l'école et peu sont ceux qui arrivent à terminer le cours secondaire parce qu'ils viennent de familles en difficulté. C'est pourquoi ces enfants ont besoin de soutien. Pour leur permettre de se faire consulter, de bénéficier d'un suivi et d'être équipés d'appareils pouvant corriger ce déficit, l'association Enfants Surdité à venir lance un appel compatissant à toutes les bonnes volontés de soutenir ces actions de prise en charge en participant à cette collecte de fonds. Pour faire vos dons via Timoni 92 71 90, Flouze 98 69 18 18, virement bancaire au nom de l'association
Association, numéro de compte 007 10 49 60 005. Domicilié à la BOA et EcoBank. Compte PayPal 141 154 647 001. Une soirée de bienfaisance est organisée ce samedi 23 mars à 19h à l'hôtel Onomo avec des artistes de haut niveau uniquement sur invitation. Donnons de l'espoir et de l'avenir à ces enfants car pour que la vie continue, tout peut recommencer. Nous contacter Association Enfants Surdité Avenir plus 228 70 41 67 79 Lomé. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 74 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô? 22 21 33 74, il est parti. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. S'il vous plaît, diminuez le volume de votre poste qui est à côté de vous. Je suis tellement très loin, mais excusez-moi, je vais aller diminuer. D'accord, allez. C'est Basile, hein? Basile. Oui. Oui. Laissez-moi le temps, je vais diminuer ça d'abord. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes en ligne. Oui, voilà, alors. 22 21 33 74. Allô? Ouais, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oh, je vais bien, c'est l'évangéliste Senghor. Oui, l'évangéliste Senghor, allez-y. Je salue le plateau. Le plateau aussi, vous Pour savez. dire à mon père Ponjo, comme vous le dites en éveil, bon, vous savez, il ne faut pas qu'il y a des crépuscules de personnes mais qui jouent avec le peuple togolais, quoi. Hein? Ils ne représentent pas tout le Togo. Comment est-ce qu'on peut vraiment passer, sans un référendum, eux-mêmes ils prennent une décision qui les intéresse, ça veut dire à leur intérêt. Oui, mais Basile, je parle de évangéliste Senghor. Oui, allô, mon frère. Oui, en fait, c'est aussi une prérogative des députés de faire une proposition de loi. Mais écoutez, on ne peut pas faire cette proposition sans contacter le peuple, non, mon frère. C'est une magie? Mais non, écoutez, aujourd'hui, tout le monde est fatigué. Moi, chez moi, en pays Kabia, Kara, le Nord, nous sommes fatigués. Toutes les régions sont fatiguées. L'armée est fatiguée. Même le président Fort aussi est fatigué. Mais écoutez, on ne peut pas prendre cette décision comme ça. On joue avec le peuple, c'est comme un jouet. Écoutez, vous savez, mes frères, je le dis, je le réitère tous les temps, s'il vous plaît, en tant qu'un homme de Dieu, je dis que le Togo n'appartient à personne. Le Togo, c'est Dieu qui a créé le Togo. Et que tous ceux qui ne veulent pas que ça change, Oui, au moins la permanence, oui. je dis qu'il est temps que Dieu les fait partie. Évangéliste Senghor, merci beaucoup. Allez, bonne journée. 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô? Oui, allô? Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Non, nous avons des difficultés à écouter notre ami qui est en ligne. 22 21 33 74. Allô? Bonjour Pascal. Oui, bonjour, Kanidek. Je salue le plateau. Oui, le plateau aussi vous salue. Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous personnellement et Pascal, parce que vous avez soumis le peuple hier à un exercice qui doit démontrer au pouvoir par A plus B qu'il n'a pas le droit de faire passer cette loi-là. Parce que nous tous qui avons appelé, seule personne, lui n'a même pas, il n'a pas été oui, Kanidek, ouais. S'il te plaît, reviens plutôt sur les sujets d'aujourd'hui. Vous n'avez pas parlé du sujet là aujourd'hui. Oui, mais oui, parlez-nous, faites votre commentaire sur les sujets d'aujourd'hui. L'exercice que vous avez fait hier, ça montre que le peuple n'est pas d'accord avec ce que les députés sont en train de faire. Même le vieux Siriki, qui prône l'apaisement de tous côtés, il est parti jusqu'à parler d'une bêtise. Donc, il faut que ceux qui sont initiateurs de cette loi-là retirent simplement ça. Merci. Merci beaucoup, Kanidek. 22 114. Alors, décidément, notre ami, nous avons vraiment du... Allô? Allô? Oui, comment vous allez? Oui, c'est... Allô? Oui, comment vous allez? Oui, ça va bien. Je vais bien, c'est Edo. Edo, vous nous appelez de quel quartier? Oui, j'appelle d'Agoué. Agoué, allez-y, Edo. Ok.
Et le débat que nous menons depuis quelques semaines devient si alarmant et écœurant. Et aujourd'hui, j'ai suivi le professeur Oulou et sur une chaîne qui parlait clair de l'article 59 et de son alinéa 2, qui est tout à fait clair sur le débat. C'est si clair, le débat est clair et limpide. Pour changer seulement même l'institution présidentielle ou la posture présidentielle, il faut passer au référendum. C'est clair et net. Le débat que nous menons est un débat de bon sens. Il y a un journaliste à côté de vous qui dit que c'est la faute à l'opposition parce qu'ils ne sont pas allés aux élections législatives de 2018. Je dis, même s'ils ne sont pas allés, ceux qui nous représentent à l'Assemblée nationale aujourd'hui, nous parlons de bon sens. Nous parlons de bon sens. Et c'est le bon sens qui caractérise l'humain. On les en prie. Et c'est mon ultime discussion ici parce que ma famille même m'interdit de ne pas intervenir. Parce que le Togo, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans une république normale. On les en prie de sursoir à ce débat. Merci beaucoup, Edo. Merci, bonne journée. 22 21 33 114. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Mauto. Oui, monsieur Mauto, allez-y. Vous savez le plateau. Oui, le plateau aussi vous salue. Oui. Moi, je vous invite, vous les journalistes, à quitter. Monsieur Mauto. Pardon. Monsieur, oui, mais non, laissez-moi parler. Monsieur Mauto, vous savez, si vous avez un commentaire à faire, faites le commentaire. N'attaquez aucun journaliste sur le plateau. Oh, je ne vais pas attaquer les journalistes, c'est que je dis, nous devons quitter sur la ligne juridique, quoi. Parce que pour moi, si nous voulons suivre les lignes juridiques, ceux qui ont initié ce projet-là et leurs complices qui sont des jurys là, ils vont nous gagner. Je voulais que nous restions sur le plan social, quoi. Le régime présidentiel au Togo, est-ce que c'est ce régime qui empêche le président Faure de gouverner bien le Togo? Moi, je dis non. Parce que le président Faure a profité de ce régime, parce que ce régime qui lui a permis de devenir, il est dédié sur le champ un simple député et devenir un président de la République. Le régime présidentiel, il a beaucoup profité. Le régime FPT a toujours gagné les élections sur ce régime présidentiel. Maintenant, alors, il veut changer le régime parlementaire. C'est pas le président Faure, monsieur Mauto, c'est pas le président Faure qui a introduit la proposition de loi, c'est des députés, un groupe de députés. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler et réagir au club de la presse d'aujourd'hui. Allô? Allô? Oui, madame Essie, bonjour. Madame Essie, bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Oh, vous avez vu comment la non-alternance fatigue tout un pays et même son peuple. Hein. Moi, j'en ris parce que je vois les Togolais ils sont meurtris dans leur chair, ils sont en colère par un régime jouisseur qui les fatigue, quoi. Pourquoi ça? On a une constitution qui a parlé de 5 ans, non? Qu'on charcute tous les jours, comme on veut, personne ne porte plainte, les élites ont démissionné, ils sont formés, ces gens-là sont formés pour défendre la République en danger. Et ils se planquent au VOB, quoi. Et puis, le pays est détruit, la République est dans cet état-là. Et puis, je veux dire aussi, mon histoire de comment on dit ça, la retrahison, personne ne l'applique. Les gens, je sais pas. Et puis c'est le même régime qui organise seul les élections en catimini durant 61 ans aujourd'hui. On charcute tout. Les institutions sont obsolètes. Tout est périmé. La présidence, tout ça là, de la tête aux pieds, on est dedans. Personne ne dit rien. Et pourquoi ça? Il n'y a qu'à porter plainte. Il n'y a qu'à porter plainte dans ce tribunal-là. D'accord, merci beaucoup, madame. Et si nous avons notre dernier auditeur. Allô? Allô, monsieur Mauto qui revient. Oui, monsieur Mauto. Je voulais faire, vous m'avez coupé, c'est que maintenant le régime parlementaire là, qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Togolais? Le régime parlementaire n'est pas inventé par les Africains. Le régime parlementaire est utilisé en Afrique du Sud.
Et l'Afrique est le pays le plus dangereux au monde. La corruption là-bas, c'est à grande dose. Le président même est assis sur des présidents. L'ancien président aussi, il est mouillé. Donc le riz parlementaire, ça va beaucoup profiter au régime actuel. D'accord, c'est compris. C'est compris, M. Mauto. Alors, je pense que M. Mauto, c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission. Alors, de ce jeudi, nous allons faire un tour de table pour clôturer cette émission en toute beauté. Et, Jacques, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur les sujets ici au Club de la Presse, les sujets débattus, bien sûr. Quelle est votre réaction? D'abord, je tiens à remercier toutes les interventions et à rappeler que personnellement, c'est ce que je suis en train de remarquer. Nous, les Togolais, peu importe le fait que nous ayons déjà, ça dit que dans notre esprit que nous avons raison, on n'accepte pas parfois la contradiction, puisque de la contradiction peut jaillir aussi certaines explications. C'est pour ça, justement, pour intervenir sur cette question liée à la modification de la Constitution, à la tentative, parce que là, jusque-là, c'est des informations qui ont fuité. C'est dans cette logique, moi, je veux que les gens me comprennent. Jusque-là, tout ceci-là, moi, je dis que c'est des alertes, parce qu'il n'y a rien d'officiel. Comme vous l'avez dit, les députés qui ont fait la proposition de loi ne se sont pas prononcés officiellement pour dire, voilà, c'est ce que nous avons fait. Donc, pour discuter sur ce sujet, c'est toujours difficile de se prononcer clairement. Sauf que, je le dis encore, le pouvoir, il faut que les gens le comprennent ainsi aussi, que le pouvoir n'est pas du gâteau. Il faut qu'on ait à l'esprit que le pouvoir, peu importe le pays, peu importe le pays au monde, n'est pas du gâteau. Ça ne se donne pas sur un plateau d'or. Donc, il y a toujours cette question de force, comment on le dit, de rapport de force. Rapport de force, merci. Donc, tant que ces rapports de force-là ne sont pas bien établis, tant que dans la lutte pour établir ces rapports de force-là, beaucoup de choses restent biaisées. Là, c'est de grandes discussions qu'il faut faire là-dessus. On va avoir ce genre de situations et ça nous serait un peu difficile de les contenir parfois. Que chacun prenne sa responsabilité. Voilà, que chacun prenne sa responsabilité. Et pour ce qui concerne surtout la fiabilité du document, il y a Bernard de Fontenelle qui dit que assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Je pense quand même qu'on connaît bien cette citation. Donatien? Oui, mais nous sommes au pays, ça fait un petit moment. Et les rumeurs arrivent à devenir clameurs. Donc on sera ici et bientôt on sera devant le fait accompli. Si ça commence par la fumée commence par sortir, sachant qu'il y a une braise en bas, et si on ne va pas vite verser de l'eau dessus, ça va prendre. Donc moi je me sens navré de cette situation et que des députés qui représentent des populations arrivent à amener cela et que d'autres députés ne sortent pas peut-être pour dire non. Nous n'acceptons pas. Si on voudrait véritablement une assemblée et que ça soit un régime parlementaire où il y a une assemblée vivante et vivace, déjà il y aurait des députés qui pourraient même déjà sortir pour dire arrêtons ceci ou bien non, ça c'est une fausse alerte. Non, donc il faut que ces députés puissent avoir raison gardée et vite retirer cette ceinture qu'ils sont en train de vouloir mettre au règne des Togolais. On ne veut pas la mettre. Et l'homme? Vous savez, j'ai écouté les auditeurs avec beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions légitimes auxquelles on n'a malheureusement pas de réponse. Et ce qui est triste, c'est qu'on a un projet de loi qu'on n'a pas vu. C'est vrai que une proposition voilà, de révision constitutionnelle qu'on n'a pas lu jusque-là. Et on a beaucoup de choses qui fuient sur les réseaux sociaux, mais bon, je crois que la procédure voudrait qu'on garde le secret autour du projet ou de la proposition de loi jusqu'à ce qu'elle soit adoptée au Parlement. C'est comme cela, la procédure. Mais je crois que comme ça concerne la Constitution, on ne doit pas le faire en vase clos. Parce que c'est quand même la Constitution. Ce n'est pas une proposition de loi qui concerne un secteur donné, vous comprenez? Et puis, deuxième chose, vous avez 54 pays en Afrique. Vous avez combien qui adoptent un régime parlementaire? Vous en avez deux. Un en Afrique orientale, un en Afrique australe. Bon, quelle est l'opportunité de ce régime pour l'Afrique, pour le bien de nos démocraties? Quelle est l'opportunité d'un régime parlementaire en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique centrale? Parce que les modèles de démocratie que nous avons en Afrique
n'adopte pas encore le régime parlementaire, pourquoi est-ce que le Togo va emboîter le pas à 2 pays sur 54 en Afrique sans ouvrir le débat à un peuple qui ne demande qu'à parler, qu'à s'exprimer, qu'à véritablement se prononcer à donner son avis sur ce qui se passe. C'est la moindre des choses. C'est vrai que le Parlement, c'est les élus du peuple. C'est eux qui représentent quand même la nation, les Togolais, oui. Mais quand ça concerne, parce qu'on ne nous dit pas que le groupe de députés dont il est question, jusqu'à présent, on n'a pas la certitude que ça vient d'un seul parti ou de plusieurs partis politiques. Parce que ça peut être aussi des gens qui viennent de plusieurs obédiences. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, les gens se cachent, les gens cachent le projet de loi. Pourquoi, si ça concerne la Constitution, pourquoi on ne veut pas ouvrir le débat pour laisser libre cours à chacun de se prononcer? D'accord, c'est des questions légitimes. Ambroise? Oui, moi, je trouve tout ça triste. Ce que moi, je peux dire, c'est s'il en reste encore un tout petit peu de dignité et de respect de soi-même à ces députés-là qui ont proposé cette loi, je crois qu'il est temps qu'ils retirent ce projet de loi, cette proposition de loi. Parce qu'il s'agit d'une proposition de loi et c'est la seule qu'ils ont eu à proposer depuis 5 ans qu'ils sont au Parlement là-bas. Parce qu'ils vont se rendre compte que cette proposition est impopulaire. Beaucoup des gens qui vous appellent, sur d'autres radios aussi, ils vont sentir que ce qu'ils sont en train de faire là, vouloir donner le pouvoir à quelqu'un de s'accrocher au pouvoir à vie, ce n'est pas ça l'essentiel. On n'a pas que dans le pays. Nous sommes cosmopolites dans notre pays. Et un clan ne peut pas vouloir diriger le Togo ad vita aeternam. Donc, ils n'ont qu'à carrément... Parce que l'histoire nous regarde, les Togolais ne sont pas des cons. Les Togolais vous suivent, même 50 ans après, on va vous sortir cette histoire-là. Donc, pour ne pas tomber dans le trou, parce qu'ils ont leurs enfants aussi. Ils peuvent faire 50 ans, 100 ans en Europe, ils reviendront. Donc, il nous faut faire extrêmement attention à ce qu'ils sont en train de faire. Okay, parce que ça touche l'ensemble du peuple togolais. Merci Ambroise. Alors, nous allons finir, clôturer cette émission, Jacques. Votre note de fin d'émission, puisqu'entre-temps, c'est les cartons de fin d'émission que nous donnons. Mais maintenant, nous avons changé cela. C'est des notes alors de fin d'émission. Une note à une institution ou une personnalité quelconque alors du pays. Votre note de fin d'émission? Franchement, j'en ai pas. D'accord, merci. Donatien? Oh là là, j'ai pas de note, mais j'ai un cri de cœur qui me tient vraiment à cœur. Rapidement. Oui, c'est un appel à l'endroit du président de la Cour suprême, Abdoulaye, qui a tapé du poing sur la table tout récemment concernant les litiges fonciers. J'étais témoin d'une expulsion d'une famille qui a vécu dans une maison durant plus de 18 ans. Et avec 16 avocats véreux et magistrats, que le président de la Cour suprême continue de pas taper, et même qu'il mette au gnouf tous ceux qui se rendront coupables de ces malversations. Ok. Et là? Non, je n'ai pas de note. Bon appétit à toutes et à tous. D'accord. Ambroise? Oui, je donne 2. À qui? À ceux qui ont fait le feu rouge au niveau d'Atikoum là-bas. Parce que... Très long. C'est de n'importe quoi ils ont fait là-bas. D'accord, ok. 2 minutes. Merci beaucoup. Et le 2 là, 2 c'est nul. Pour qu'ils reviennent, ils n'ont qu'à enlever ça. D'accord, 2 sur 10. Chers confrères, merci beaucoup. Merci à vous qui avez également fait ce débat avec moi. Et ça a été tout un plaisir pour moi de faire ce débat avec vous. Jacques Lemou, merci. Donatien Awesso, merci. Elom Matisogbe, merci. Merci à Ambroise Manzo. Merci à vous tous qui nous avez appelés et qui nous avez suivis aussi. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Géraud Akoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, vendredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Portez-vous bien.